Salut à tous. Cela se passe maintenant même, pendant que cette vidéo est enregistrée. Il y a seulement quelques minutes, une image a été publiée confirmant que l'Ukraine avait lancé une frappe de représailles à l'intérieur de la Russie. Hier, la Russie a frappé une grande quantité d'infrastructures ukrainiennes. Elle a aussi touché une garderie et plusieurs immeubles résidentiels civils de plusieurs étages. Voici donc la réponse. La Russie devrait maintenant s'attendre à quelques kaboums, possiblement contre des infrastructures pétrolières russes, au cours de la nuit à venir ou tôt demain matin, parce que l'Ukraine est vraiment sérieuse lorsqu'elle choisit de répondre. Une vidéo courte mais intéressante a aussi été publiée aujourd'hui. La caméra tremblait parce que des Russes, en pleine angoisse et panique, étaient en train de filmer. On y voyait un drone ukrainien FP1 ou FP2 voler quelque part au-dessus du territoire russe. La partie remarquable, c'est ce qu'il a fait. Il a lancé un missile, plus précisément, il a lancé des roquettes, parce qu'il s'agissait de roquettes non guidées, du même type que celles qui peuvent être montées, par exemple, sur des hélicoptères. Les hélicoptères d'attaque ukrainiens les utilisent pour viser des positions russes. Ils montent avec un angle cabré, tirent, puis redescendent immédiatement et se replient en lançant des leurres. L'Ukraine expérimente clairement de nouvelles façons d'utiliser les drones. Il ne s'agit pas seulement de drones transportant des obus ou des charges de TNT à l'intérieur. Il teste aussi d'autres méthodes pour frapper des cibles. Ces roquettes ne sont pas extrêmement puissantes, mais elles peuvent quand même causer des dégâts, surtout contre des installations pétrolières. Un seul drone pourrait potentiellement toucher 3 réservoirs de pétrole, un par une attaque kamikaze et 2 autres avec des roquettes. L'Ukraine a aussi continué d'utiliser des UGV, des véhicules terrestres sans pilote, pour la logistique et les opérations à distance. Ce sont des drones terrestres. L'un de ces UGV, transportant une charge de 300 kg de mines anti-chars, est entré dans un bâtiment qui servait de base à l'infanterie russe. Les images prises ensuite ont montré que le bâtiment s'était tout simplement effondré. Les dégâts étaient considérables. L'utilisation du UGV de cette manière peut être encore plus efficace que des bombes planantes larguées par l'aviation, parce qu'un UGV peut se déplacer jusqu'à un emplacement précis et exploser. La principale faiblesse, c'est qu'il peut être neutralisé par des drones FPV ennemis ou par le feu ennemi. Il y a aussi eu une tentative de l'armée russe de déplacer des forces à l'intérieur de son territoire, soi-disant contrôlé entre Bakhmout et Chassivyar. Elles ont emprunté une route secondaire, apparemment près de Rouver, mais elles ont été repérés par des drones de surveillance ukrainiens. Un important groupe de soldats russes se déplaçait avec des véhicules tout-terrain et des remorques. Ils ont été détectés et l'Ukraine a immédiatement lancé des drones FPV pour les frapper. Le nombre de drones dont dispose l'armée ukrainienne est astronomique. L'une des dernières images montrait un véhicule russe, en gros une voiturette de golf chinoise, avec des provisions dans la remorque. L'infanterie russe se trouvait à proximité et des drones survolaient la zone. Le convoi a été complètement détruit. Pour l'infanterie russe, atteindre la ligne d'arbre la plus proche était impossible, parce qu'elle était trop loin. Ils ont été arrêtés au milieu de la route, loin de tout type d'abri, et le résultat n'a pas été bon pour eux. De nos jours, il est rare que les Russes parviennent même à atteindre des positions ukrainiennes ou leurs propres positions avancées sur les lignes de front. La plupart du temps, ils sont frappés en chemin dans un rayon de 15 à 20 km. Ce convoi précis a été verrouillé dans un rayon de 10 km de Chassivyar. La situation de l'armée russe sur les lignes de front n'est donc vraiment pas très bonne. À Kostiantynivka même, la situation s'est un peu détériorée pour le côté ukrainien. Les Russes sont parfois capables d'envoyer de petits groupes de soldats directement dans la localité. Ils entrent dans des bâtiments en ruine, y restent, puis accumulent des forces pour avancer davantage. La zone grise reste la même, mais la Russie a plusieurs intentions d'encercler Kostiantynivka par 2 côtés. À en juger par la situation sur place, la Russie pourrait être capable d'occuper la localité cette année, peut être même pendant la campagne d'été. Des responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie prévoit même d'occuper Kramatorsk d'ici la fin de ce mois.
Cela semble vraiment irréaliste, même si les Russes rapportent qu'ils combattent dans les faubourgs de Kramatorsk. Ce n'est pas possible. Kramatorsk reste encore assez loin des lignes de front. La ligne de front demeure à une certaine distance, même si les Russes avancent et gagnent du terrain depuis la direction de Siversk, en créant de petites poches pour l'armée ukrainienne. La localité la plus importante dans cette région est Rai-Oleksandrivka. Potentiellement, les Russes pourraient l'occuper bientôt. La défense ukrainienne entre Siversk, Sloviansk et Kramatorsk semble plus faible que dans la zone sud. Des nouvelles de dernière heure sont aussi apparues pendant l'enregistrement. Un incendie a été signalé au Kremlin. Il semblait possible qu'il se produise sur le territoire d'un parc voisin, même si l'emplacement exact n'était pas vraiment visible depuis cet angle. Il s'agissait d'un complexe culturel et de divertissement, pas d'un lieu directement lié au Kremlin lui-même, mais plutôt d'une place ou d'un parc à proximité. Il est ensuite devenu clair qu'il ne s'agissait pas du Kremlin du centre de Moscou. C'était le Kremlin d'Izmaïlovo, situé en périphérie de Moscou. Quelqu'un a probablement fumé au mauvais endroit et le feu s'est déclaré, ce qui est une chose habituelle en Russie. L'incendie semblait se propager là-bas. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'une frappe de drone ukrainien. C'était pas encore le moment pour que des drones atteignent Moscou, parce qu'il était encore assez tôt. L'Ukraine a aussi éliminé un superchar russe T-90XM. Cette étiquette de superchar est le nom que Poutine lui-même donne à cette machine. Il dit que c'est le meilleur char au monde. Cela soulève la question de ce qui est arrivé à l'Armata et pourquoi il ne commande plus l'Armata. Où diable est l'Armata? Comme char moyen, le T-90 est plutôt correct. C'est essentiellement une modification du 72, mais il l'appelle T-90X. Il y avait un équipage à l'intérieur du char. Même après avoir été touché, le char a ensuite bougé. Il n'était pas contrôlé par un fantôme et il ne s'est pas simplement mis à avancer tout seul. Il y a clairement eu un changement de direction. Donc quelqu'un était à l'intérieur. Un autre drone a frappé les chenilles et a immobilisé le char. Il a probablement fallu plusieurs autres drones pour l'achever complètement. Cela s'est passé dans la région de Kharkiv. Le T-90 peut être identifié grâce à la protection supplémentaire à l'avant de la tourelle. La tourelle elle-même forme une sorte de visage souriant. Mais l'emplacement des obus est terrible. Toute frappe entre la tourelle et la base peut complètement éliminer le char. C'est difficile à faire et les opérateurs de drones doivent être très professionnels, mais il existe de nombreux cas où des opérateurs ukrainiens ont annihilé même ce type de char avec une seule frappe. Il y a aussi eu un incident au cours duquel un seul soldat ukrainien a repoussé l'attaque de 5 soldats russes. Les opérateurs de drones ukrainiens ont également aidé et le soldat ukrainien a survécu. Les Russes, quant à eux, ont décidé de dormir pour toujours. Plus tard, le soldat ukrainien a été évacué, des renforts sont arrivés et tout allait bien pour lui. Les cartes publiées par les Russes montrent aussi des mouvements intéressants. L'une d'elles provenait de Rybar, une chaîne militaire russe de propagande Z. Parfois, elle publie quand même des informations plus ou moins utilisables. Selon cette carte, l'Ukraine contre-attaque dans la direction de Kostiantynivka et même vers Chaziv Yar. C'est un mouvement surprenant de l'armée ukrainienne. La même source montre aussi des contre-attaques ukrainiennes vers Ivanopilia. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine est très proche de là, mais une activité ukrainienne a été repérée et des affrontements se produisent plus loin derrière la partie centrale de la ville. Les Russes ne montrent plus certaines flèches à cet endroit, mais on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives d'avancer vers Kostiantynivka par le côté. Certaines chaînes ukrainiennes présentent même une situation moins favorable pour Kostiantynivka que cette chaîne russe. Une autre carte concerne l'oblast de Donetsk et Novopavlivka. Pokrov se trouve d'un côté, Novopavlivka de l'autre, et l'attention se porte sur cette partie dans la ligne de front. La carte russe montre des tentatives d'attaque ukrainienne vers Podumnen, ainsi que vers Novka. En même temps, les Russes tentent d'avancer vers Novopavlivka. Les combats se déroulent là, bas. La zone grise indiquée sur la carte n'est pas aussi petite qu'elle en a l'air. En réalité, elle est très vaste. Les Russes doivent encore traverser la rivière pour mener des opérations offensives vers Novopavlivka. La Russie a aussi lancé une petite attaque vers Belakovka. Depuis Moravka, ils ont attaqué Bulakovka et revendiqué une petite avancée.
Dans la direction de Sloviansk et de Kramatorsk, le point précédent reste valable. Les Russes ont bel et bien progressé et cette information est plus ou moins confirmée. Ils sont très proches de Raï-Oleksandrivka et ils pourraient peu être arrêtés par la prochaine rivière, non loin d'Ariatka. Les combats se déroulent dans plusieurs secteurs. L'Ukraine dispose aussi d'un certain espace où elle contre-attaque vers Minivka-Galvka, mais la Russie gagne clairement du terrain. Cela a été confirmé non seulement par les Russes, mais aussi par la carte militaire précédente de Deep State. Elle montrait la même poche entre Lipka et Petrovska. Malgré tout, il ne s'agit pas d'un mouvement majeur de l'armée russe. Ils avancent très lentement. Pendant que l'Ukraine frappe des installations pétrolières russes et des infrastructures militaires russes, la Russie continue d'attaquer des entreprises américaines en Ukraine. La Maison-Blanche reste silencieuse à ce sujet. Cela soulève la question évidente de savoir pourquoi on laisse la Russie faire ce qu'elle fait en Ukraine. Coca-Cola, McDonald's, Cargill, Mondelez et d'autres semblent avoir été délibérément frappés par Poutine. Pas par Poutine personnellement, bien sûr, mais c'est lui qui donne les ordres pour ce type d'escalade. Apparemment, dans l'école diplomatique, façon Trump, le silence devient une stratégie dès que les faits deviennent gênants. La réponse discrète de l'administration Trump a suscité des inquiétudes. Les responsables ukrainiens continuent de souligner, après chaque attaque russe, qu'une entreprise américaine a été touchée. Il y a aussi un autre avertissement selon lequel la Russie prépare probablement cette nuit ou la nuit suivante une attaque majeure avec de nombreux missiles de croisière, missiles balistiques et drones. Au strict minimum, l'Ukraine devrait recevoir des missiles Patriot des États-Unis pour l'interception, parce que cela relève aussi de l'intérêt des entreprises américaines. Certaines de ces entreprises sont même des commanditaires du Parti républicain, mais la réponse politique ne vient pas. Donald Trump ne blâme pas du tout Poutine. Pour un mouvement capable de transformer une faute de frappe en conférence de presse en urgence nationale, ce calme soudain devant des missiles russes a presque quelque chose d'artistique. La situation paraît inquiétante, surtout avec la musique en arrière-plan. Cela fait penser à Cyberpunk, un monde dystopique dirigé par des corporations où la technologie et les logiciels sont intégrés dans les corps humains. Cyberpunk 2077 est intéressant, mais vivre dans un environnement cyberpunk ne serait pas souhaitable. Et espérons que cela n'arrivera pas si tôt. Même si, à en juger par certains messages pro-Trump, l'avenir peut être déjà écrit en slogan, en placement de produits et en incompréhension très confiante de la réalité. Il y a aussi eu une rencontre entre Alex Karp, le directeur général de Palantir, et le ministre ukrainien de la Défense, Fedorov. L'Ukraine coopère avec Palantir, tout comme l'armée des États-Unis. Palantir produit des logiciels qui ont été largement intégrés dans les deux armées. Dans le cas ukrainien, c'est généralement positif, parce que l'Ukraine obtient un accès à des technologies que l'armée russe ne possède pas. En même temps, le manifeste de Palantir était plutôt inquiétant. C'était essentiellement une déclaration sur ce à quoi il faudrait s'attendre dans le futur, et cela ressemblait vraiment à Cyberpunk. Il y a des avantages à coopérer avec Palantir, et bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Alex Karp lui-même semble quelque peu étrange, mais Fedorov est excellent. Fedorov est en train de transformer l'armée ukrainienne. Une vidéo précédente traitait d'un scandale de corruption en Ukraine. Yermak était opposé à Fedorov au sein de l'armée ukrainienne. Yermak a été écarté, puis Fedorov a pris ce poste et a commencé à réformer l'armée de façon importante. Ce type de vision machine, où un drone peut identifier des cibles, vient probablement d'entreprises comme Palantir. Leur objectif semble être de rendre ce type d'armement entièrement autonome et indépendant des opérateurs de drones. Dans ce scénario, l'intelligence artificielle déciderait quelle cible frapper. Et espérons que ce ne serait pas une cible civile. Il y avait aussi une carte montrant la route allant vers Mariupol et vers Luhansk et Donetsk. Cette route est sous contrôle partiel des drones ukrainiens. La Russie ne peut pas exploiter ces lignes d'approvisionnement en toute sécurité n'importe où en Ukraine. Et parfois même derrière l'Ukraine, sur le territoire russe, parce que l'Ukraine les frappe aussi très durement là-bas. Le dictateur biélorusse Loukachenko a appelé à la mobilisation
le dictateur de la patate a déclaré que la Biélorussie devait absolument être prête à la guerre. Il espère que la guerre pourra être évitée, mais dans tous les cas, selon lui, ils annonceront au moins partiellement une mobilisation à l'avenir. Son idée était qu'ils doivent préparer les gens, les personnes mobilisées, à la guerre, tout en espérant que cela ne se reproduira pas. Le général Krenin, ministre biélorusse de la Défense, était également impliqué dans cette rhétorique. Il ne semble pas probable que Loukachenko se prépare à une attaque à grande échelle contre l'Ukraine du côté russe. Son armée est essentiellement inutile, mais il pourrait fournir le territoire biélorusse pour de futures provocations, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre les États baltes. Cette probabilité avait déjà été soulevée par le ministre suédois de la Défense. Il y a aussi eu l'affirmation selon laquelle la fin de la guerre en Ukraine serait très proche, peut être même dans les 24 heures. C'est le genre de choses que Trump dit aussi à propos de l'Iran, que tout est terminé, que la guerre est finie, que la victoire a été remportée et que l'Iran accepte toutes les demandes. Mais le monde réel est complètement différent. Dans le théâtre politique de Trump, chaque crise se termine en 24 heures, généralement juste après les applaudissements et avant que quelqu'un vérifie la carte. Si la Russie n'est pas punie pour ses frappes contre des entreprises américaines en Ukraine, cela en dit long sur l'attitude de l'administration de la Maison-Blanche et de Donald Trump personnellement envers la guerre en Ukraine, déclenchée par la Fédération de Russie en 2022. La Russie est engagée depuis longtemps dans cette guerre, elle s'y est enlisée et se détruit elle-même à travers cette confrontation militaire. Le plus inconfortable, c'est que le slogan « L'Amérique d'abord » commence à sonner étrangement sélectif lorsque des entreprises américaines sont touchées et que la machine à indignation perd soudainement sa voix. À la fin, il y a aussi eu un regard sur le Truth Social de Trump. Une publication montrait une image « I want you », l'appel iconique à rejoindre l'armée dans le style d'Uncle Sam. Le message semblait clair, soyez prêts pour une opération avec des bots sur le terrain, soyez prêts pour la conscription. L'image elle-même était intéressante parce qu'elle réussissait d'une certaine manière à représenter les très petites mains de Donald Trump. Denis lui-même avait l'air assez grand, mais ses mains étaient vraiment petites. Il semblait attendre que les gens signent un contrat avec l'armée américaine et deviennent probablement millionnaires. Rien ne dit mieux planification stratégique sérieuse que de transformer le recrutement en affiche de carnaval avec un arrière-goût de meeting électoral. Il y avait aussi une publication au sujet du 51 États où il plaçait le Venezuela. Il avait même suggéré qu'il serait d'accord si le Venezuela devenait le 50 et un État, un peu comme ce qu'il avait déjà publié à propos du Groenland et d'autres choses. Ensuite est venue l'affirmation selon laquelle les médias de fake news disant que l'Iran s'en sort bien commettent une trahison virtuelle. Dans cette logique, dire que l'Iran n'est pas entièrement démantelé et qu'il s'en sort encore plus ou moins bien, du moins en ce qui concerne le régime iranien, pourrait être traité comme une forme de trahison virtuelle. Il reste frappant que si l'Iran a supposément perdu 159 navires et demeure tout de même capable de bloquer le détroit d'Ormuz, alors quelque chose ne va pas. L'Iran n'a peut-être pas de marine, mais il est toujours capable de le bloquer. L'arithmétique ici a cette saveur familière des discours de rassemblement. Des chiffres énormes, une confiance encore plus grande, et un résultat final qui ne parvient toujours pas à expliquer la première phrase. Il a aussi partagé un message privé de démission de Marty Mary, apparemment parce qu'il mentionnait Joe Biden dans un contexte négatif. Des messages privés sont maintenant publiés sur Truth Social par Fastboat. Donnie gagne en utilisant l'intelligence artificielle, même s'il s'agit d'une version plutôt ridicule de l'intelligence artificielle. Ce n'est clairement pas le meilleur moteur et clairement pas la dernière version de ChatGPT. Peut être qu'il pourrait ajouter 2 navires de plus au total et en faire encore 160 et un laser. Il avait déjà publié quelque chose comme ça auparavant, ce qui montre à quel point il se répète souvent. Il blâme les démocrates, JB, et semble republier ses propres anciennes publications. Le narcissisme est au niveau le plus élevé possible. Quand la machine de propagande commence à se republier elle-même, même la chambre d'écho mérite des heures supplémentaires.
Cela suffit pour trousse sociale aujourd'hui et cela suffit aussi pour examiner le patient. Il va bien, il se porte bien, mais sa maladie progresse assez sévèrement. Si l'on compare Donald Trump aujourd'hui, sa façon de penser et ce qu'il publie avec ce qu'il était il y a 1 an, il y a une détérioration notable de l'état du patient. En ce sens, tout le monde examine le patient aujourd'hui. Peut être que la médecine chinoise pourrait l'aider parce qu'il est maintenant en route vers la Chine pour rencontrer Xi Jinping. Et si la rencontre se transforme en une autre prestation de superlatif, au moins les micros auront droit à un entraînement complet. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt